L'Europe se radicalise face à l'immigration. 15 pays de l'Union européenne veulent sous-traiter l'immigration, leur immigration. Ils veulent transférer les migrants dans un pays lointain, finalement à l'anglaise. Londres a adopté ce système-là avec leur mandat. Eh bien, 15 pays européens veulent suivre cet exemple emmené par le Danemark, qui rêve donc de répliquer le modèle britannique. Benjamin Cruard, merci de nous avoir rejoints. On va mettre cette question en débat avec tous nos invités. Mais d'abord, expliquez-nous, Benjamin, quels sont ces pays et que veulent-ils exactement ? Alors déjà, sur 27 pays, c'est plus de la majorité. Parce que vous avez 15 pays sur les 27 qui écrivent à la Commission européenne. Donc, vous l'avez dit, mené par République tchèque et Danemark, mais il y a des pays majeurs. Vous avez l'Italie, vous avez les Pays-Bas, vous avez la Pologne. Vous noterez beaucoup de pays du front ouest de l'Europe. Et donc, ils écrivent, alors ce sont les ministres de l'Intérieur qui signent cette lettre et qui disent à la Commission européenne, il va falloir qu'on pense à de nouveaux moyens de gérer l'immigration clandestine. Alors, c'est pas au début de la lettre, c'est dans le corps du texte, mais il est écrit, noir sur blanc. Il est important que les États membres aient la possibilité de transférer les demandeurs d'asile pour qui un pays tiers sûr est disponible vers ce pays. Et il y a un modèle qui est mentionné nommément un peu plus loin dans cette lettre. C'est pas le modèle Rwanda, mais vous allez voir qu'on s'en rapproche. C'est le modèle de l'accord entre l'Italie et l'Albanie. Alors cet accord entre l'Italie et l'Albanie, conclu en novembre dernier, objectif 36 000 migrants transférés de l'Italie vers l'Albanie, des migrants qui auraient été secourus en mer Méditerranée, dans 2 centres de rétention pour gérer justement les demandes d'asile, police et juridiction italienne sur les centres de rétention qui s'appliquent, et le tout financé évidemment à hauteur de 650 millions d'euros sur 5 ans par l'Italie. Donc voilà le modèle qui est avancé aujourd'hui. Ce que dit la lettre, c'est que pour appliquer un modèle comme ça à l'échelle européenne, il faut revoir le droit européen. Ils disent réévaluer le concept de pays tiers sûr et surtout réévaluer le critère de lien avec le pays tiers. Pour faire simple, et prenons un exemple, vous ne pouvez pas envoyer un Syrien au Rwanda parce qu'il n'y a pas de lien établi entre le contexte syrien et le contexte rwandais. Donc voilà ce qu'il demande à changer. Jusqu'à présent, on peut dire qu'il y a quand même des accords qui existent entre l'Union européenne et des pays tiers. Mais ce ne sont pas des accords pour sous-traiter, ce sont des accords pour empêcher les flux d'arrivée. 150 millions d'euros envoyés à la Tunisie, 200 millions d'euros prévus pour l'Égypte, 6 milliards à la Turquie depuis 2015 pour qu'ils retiennent les flux, notamment en provenance de Syrie. Donc voilà, la demande de ces pays, c'est d'aller encore plus loin. La Commission, par le biais de sa porte-parole, a dit qu'elle allait examiner le texte. Pour l'instant, on en est là, sachant qu'il y a quand même des obstacles majeurs sur la route de ce texte, c'est qu'il y a des pays non signataires de taille. Je les ai mis avec une croix rouge, Espagne, France et Allemagne qui n'ont pas signé. Et il faut l'unanimité, évidemment, de l'Union européenne pour modifier les règles. On rappelle effectivement que un pacte migratoire a été conclu pour régler une partie du problème migratoire. Tout le monde a dit c'est formidable. Et là, 15 pays, et pas des moindres. Merci Benjamin Cruard, à tout à l'heure pour l'info en grand. 15 pays disent c'est pas assez. Il faut qu'on aille au-delà avec une recette qui... il y a encore quelques mois, ou sinon quelques années, aurait été jugée parfaitement scandaleuse par une partie de ces pays, Magali Barthès. Oui, parce que, en effet, contraire à la loi européenne, le scénario, en effet, d'envoyer des migrants qui sont arrivés sur le sol européen dans un pays pour traiter la demande d'asile avec laquelle il n'a aucun lien, en effet, aujourd'hui, c'est contraire à la loi européenne. Ce qui est assez stupéfiant, c'est que ce débat sur le pacte asile-immigration, ça a duré des mois, des années même. L'encre est à peine sèche, c'est-à-dire que mardi, ça a été définitivement adopté et le lendemain, il y a cette lettre qui sort, ce qui montre bien quand même à quel point Meloni change la donne au sein de l'Union européenne, parce que ce qui est la présidente du Conseil italien. Voilà, c'est que en fait, cette lettre s'inspire en grande partie, comme nous l'expliquait Benjamin, finalement des solutions avancées par la présidente du Conseil italien, qui a reçu encore le Premier ministre tchèque il y a quelques jours, où ils ont fait une conférence de presse pour dire ensemble, eh bien oui, il faut faire davantage, il faut durcir encore davantage ces mesures pour arriver à externaliser les demandes d'asile. Externaliser les migrants qui arrivent sur le sol des pays européens. Camille Lecause, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice associée chez Migration Policy
Institute, spécialiste des politiques migratoires de l'Union européenne. Juste avant de vous demander ce que vous pensez de cette proposition, vous, l'ambassadeur, vous connaissez bien les relations internes à l'Europe. D'abord, première question, c'est la Grande-Bretagne qui a déchiré le voile, qui a transgressé d'abord. Elle n'est plus dans l'Union européenne, mais elle a montré la voie, la Grande-Bretagne. Oui, l'idée du Rwanda, ça fait déjà 2 ans que ça avait commencé en Grande-Bretagne et ça s'est réalisé seulement maintenant. Je ne sais pas quel est l'ordre temporel, mais je crois que l'Italie aussi, avec l'Albanie, avait commencé assez tôt. Donc, là, d'ailleurs, ce que vous voyez, pardon, Jean, ce sont les toutes premières arrestations qui ont été faites en Grande-Bretagne après que Rishi Sunak, le Premier ministre, a été autorisé à mettre en place cette politique d'externalisation des migrants au Rwanda. Et le premier migrant a été renvoyé vers le Rwanda lundi. Oui. Alors, c'est une solution extrêmement brutale. C'est le pragmatisme anglais. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à endiguer le flot de migrants et donc ils ont trouvé une solution. On va voir, c'est à titre d'essai pour l'Angleterre. Il y aura un rendez-vous dans 1 an, je crois, pour voir comment ça marche. Ce qui est sûr, c'est que on ne pourra traiter la question des migrants qu'avec l'accord et des accords de coopération, quels qu'ils soient, de toute la zone frontalière de Méditerranée. Ça a commencé. À la fois, il faut donner de l'argent, il faut former les gens et peut-être il faut effectivement leur demander d'accueillir les migrants. Ce qu'on voit là, Jean de Gliassi, ce sont les maisons du Rwanda qui ont été bâties avec l'argent britannique pour accueillir les migrants qui sont expulsés de Grande-Bretagne. Donc c'est pas un fantasme, ça y est. Il y a un accord, il y a des conditions d'accueil. C'est un pays surpeuplé. Camille Lecause, comme le disait Jean de Gliassi, d'abord premier constat, si les Européens réagissent, c'est qu'ils n'y arrivent pas. C'est que ils se sentent pour ces 15 pays débordés, c'est ça ? Oui, c'est sûr que là, on a une situation aux frontières de l'Europe avec une augmentation des morts en Méditerranée, une augmentation aussi des demandes d'asile, des systèmes d'accueil, des systèmes d'asile qui sont débordés. Donc ça rend très séduisant la recherche de ces solutions innovantes ou magiques, et surtout on est en période électorale et je pense que c'est aussi une force des Britanniques, comme vous l'avez dit, malgré leur isolation depuis le Brexit, malgré l'échec jusqu'à présent de la mise en œuvre de cet accord avec le Rwanda, parce que je pense qu'il faut préciser que jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à renvoyer des personnes demandeurs d'asile vers le Rwanda. Les personnes qu'ils ont renvoyées, c'était des personnes qui ont été déboutées du droit d'asile. Donc effectivement, on voit qu'il y a ces pays qui, et ça c'est le fruit de consultations depuis un certain nombre d'années, qui cherchent des alternatives et qui cherchent des alternatives par rapport à ce pacte migratoire qui a été adopté définitivement mardi. Et c'est là où je pense que ça soulève quand même un certain nombre de questions, parce que ce pacte, comme votre collègue Magali Barthès l'a rappelé, c'est le fruit de négociations depuis 6 ans au niveau européen, et on voit bien qu'il y a une tentative de diversion en inventant des nouveaux modèles qui sont aussi contraires au droit international et au droit européen. Regardez ce que cite le Figaro ce matin, nos confrères du Figaro, à propos de ce débat, qui dit la future Commission européenne va être obligée de s'y coller. Elle va être obligée d'examiner la proposition des 15 pays après les élections européennes. On rappelle quand même qu'on est avant les élections européennes. Il y a peut-être aussi des arrière-pensées de ce point de vue-là. Général, votre première réaction au fait que 15 pays, l'Union européenne, disent c'est ce qu'il faut faire, renvoyer les migrants dans un pays qu'on paye. Ma première réaction, c'est de faire le lien avec le pacte qui a été voté il y a une semaine et qui est insuffisant parce qu'il dit on va filtrer, on va identifier, etc. et on va renvoyer dans leur pays. Le problème, c'est que les 3/4 des pays ne les acceptent pas. Et donc là, c'est de mettre en place un dispositif alternatif aux pays qui refusent de revoir revenir les migrants chez eux. C'est la technique anglaise. Oui, exactement. On ne peut pas les renvoyer chez eux, on les fait accueillir très très loin de chez nous. Parce que, si vous voulez, le pacte, il est très très bien
pour l'accueil, pour le filtrage, etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait après ? Il y a ceux qui ont des droits et qui sont accueillis dans les pays européens, et ceux qui n'ont pas des droits, qui doivent retourner dans leur pays. Mais quand leur pays les refuse, la France, par exemple, a ses problèmes. On voyait l'Algérie. On se débarrasse du mistigré, on se débarrasse du problème pour dire les choses de façon extrêment choquante. Et on ne règle pas cette partie de retour. Et donc ça, c'est la partie du retour qui est mise sur la table aujourd'hui, avec, il faut bien le voir, le problème global de l'immigration, qui est un vrai problème pour l'Europe, qui a une décroissance démographique importante et qui a besoin d'une immigration quand même. Simplement, elle veut la sélectionner, cette immigration. Oui. Camille Lecause. Tout à fait d'accord. Oui, pour réagir au propos de M. Dominique Trinquant, effectivement, la question des retours est fondamentale dans la mise en œuvre du pacte et c'est ce vers quoi la Commission a déployé avec les États membres un certain nombre d'efforts au cours des dernières années pour améliorer les dispositifs de retour, notamment sur les dispositifs de retour assisté et de réintégration, c'est-à-dire de proposer une aide à la réintégration pour les personnes qui rentrent d'Europe. Là, la question qui se pose, c'est avec les modèles tels qu'ils sont proposés, on voit déjà qu'on a énormément de difficultés à négocier des accords de réadmission de la part des pays d'origine, à obtenir leur coopération sur ces questions de retour. Et donc là, on parle d'aller encore plus loin, de leur demander en plus d'accueillir des demandeurs d'asile qui seraient arrivés en Europe. Et c'est pour ça qu'on voit bien ça. Le Rwanda a dit oui, mais au Royaume-Uni, l'Albanie a dit oui. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui se sont portés candidats en contrepartie financière d'accueillir de l'Italie, alors il y a l'Albanie, effectivement Magali, mais de l'Italie, de la République tchèque, du Danemark, des migrants de toute nationalité, tous ceux qui n'ont pas le droit à l'asile. Pour l'instant, on n'a pas commencé à explorer cette voie, sauf l'Italie et la Grande-Bretagne. Mais on voit l'exemple de la Turquie, elle a touché 6 milliards pour bloquer l'immigration syrienne. La Turquie, c'est un pays riche, c'est un pays fier de lui-même, etc. Il a accepté de traiter. Donc c'est une approche totalement nouvelle qui permet effectivement de régler la question des retours qui demande à tester. Ce qui n'est pas... Donner de l'argent pour régler en partie la question migratoire, ça n'est pas ça qui est transgressif. Parce que ça, effectivement, l'Union européenne le fait avec la Turquie depuis des années. C'est les Allemands. Même si, on se souvient du bras de fer, Angela Merkel avait négocié ça et l'Europe a été mise en partie devant fait accompli. Mais tout de même, elle le fait. 6 milliards d'euros, ça n'est pas rien. Ce qui est transgressif, c'est vraiment l'idée de sous-traiter la question à un pays qui, lui-même, comme vous le disiez, Général, recevra des migrants qui ne sont pas de leur propre pays. Alors, je ne sais pas quel pays aurait intérêt à... Parce qu'il peut-être par besoin d'argent, Quand on a parlé du Rwanda, il me semble que il a été évoqué le sort d'autres pays africains qui potentiellement pouvaient se porter candidats, notamment des pays du centre, d'autres pays du centre de l'Afrique, il me semble. Mais c'est vrai que c'est extrêmement transgressif, mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est que la Commission, en effet, va devoir plancher sur le sujet, parce qu'à partir du moment où il y a plus d'une majorité de pays européens qui en font la demande. Ça veut dire que ce débat va quand même monter au sein de l'Union européenne. Alors en Albanie, d'après ce que j'ai compris, en fait, il y a eu un appel d'offres pour justement monter des espèces de centres de traitement d'asile, et la mesure va être mise en place dans les prochains jours, mais n'est pas encore effective. Il y aura certainement aussi un retour d'expérience, j'ai envie de dire, de voir si véritablement ça peut fonctionner ou si tout ça est une chimère. Mais déjà, on voit en Turquie, elle est effectivement, la Turquie rémunérée par l'Europe, l'Égypte, et alors la Tunisie. La Tunisie, c'est intéressant parce qu'en réalité... les migrants qui arrivent en Tunisie sont traités de façon inhumaine. En fait, ils sont renvoyés dans le désert, Jean, vous êtes d'accord ? On l'a déjà eu l'occasion de le dire. La Tunisie, il y a une vague de xénophobie. Il y a une vague de xénophobie, alors que la Tunisie encaisse l'argent qui lui est donné pour accueillir les migrants. Donc, il ne faut pas oublier aussi l'inhumanité de cette solution pour ceux qui sont candidats parfois à une vie meilleure.
Oui. Général. Non, Jean. justement, cette solution elle existe déjà parce qu'il y a le caractère inhumain du traitement des migrants, il est là. Il est en Libye, il est en Tunisie, il est ailleurs. Donc, au contraire, s'il y a une approche régulée, réglementée, négociée, etc., ça peut améliorer la situation quand même. Écoutons le Premier ministre britannique Rishi Sunak, qui, lui, est très très satisfait de cette solution. The truth is, we need innovative solutions to address what is a global migration crisis, to disrupt the business model of people smuggling Qui gangs comprennent l'anglais, and save pardon lives. pour le défaut de traduction, mais Rishi Sunak dit à quel point c'est la solution pertinente pour régler la question. Il s'est beaucoup battu à Downing Street pour le faire adopter. La France est contre. Ce que nous disait Benjamin Cruard, Fabienne Keller, qui est eurodéputée Renew, a dit son opposition totale à cette solution. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, elle est contre. Mais son parti, le PPE, Magali, est tout à fait, lui, favorable à l'externalisation des politiques d'asile. Donc il va y avoir un débat très très serré. Il va y avoir un débat mouvementé, oui, parce que on voit bien que maintenant, en fait, ce sont les pays de premier accueil, si l'on accepte l'Espagne, mais enfin qui sont directement confrontés. Aussi, c'est la ligne, enfin c'est la frontière extérieure de l'Union européenne qui est confrontée au problème et qui veut que ce débat monte en Europe parce que ils estiment en effet que le pacte migratoire n'est pas suffisant et que n'offre pas toutes les solutions. Alors c'est vrai que d'aller en effet payer les pays de transit pour garder les migrants et les empêcher de passer, c'est vrai que ce n'est pas nouveau, mais là ça y est, on le voit en effet avec la Turquie, avec la Tunisie, avec la Libye, on parle aussi de la Mauritanie maintenant, mais c'est vrai que ça pose d'énormes problèmes au niveau des droits de l'homme parce que ce sont des pays qui évidemment n'ont pas forcément les mêmes standards au niveau des droits humains. Et quand on voit Meloni qui fait la présidente du Conseil italien qui fait 4 allers-retours en un an en Tunisie, aller voir le président Sayed qui est en train de durcir considérablement et d'envoyer des avocats, des organisations de droits de l'homme derrière les barons, on se dit que voilà, on pactise quand même avec des régimes qui ne sont pas les plus démocrates. Et les Turcs, après les 6 milliards reçus, font régulièrement quand même du chantage aux migrants en relâchant, en relâchant les contrôles. On se met aussi dans les mains d'un chantage de ces pays-là. Hein. Mais manifestement, ça n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de montrer qu'on a des solutions. Camille Le Cause, est-ce que cette solution est réaliste ? Est-ce qu'elle peut être mise en place, de votre point de vue, si elle est examinée par la Commission ? Je ne vous parle même pas, est-ce qu'elle peut être adoptée ou pas ? Est-ce qu'elle est, d'un point de vue strictement migratoire, est-ce que c'est une solution ? Non, je ne pense pas. Je pense que déjà, il faut bien distinguer les accords qui existent déjà avec la Tunisie, la Mauritanie ou même la Libye, qui visent à renforcer les contrôles aux frontières et aussi, quelque part, à proposer un soutien pour l'intégration des populations migrantes et aux réfugiés dans ces pays. Et là, les accords du type avec le Rwanda ou avec l'Albanie, qui visent vraiment à délocaliser les systèmes d'asile avec, encore une fois, une nuance importante parce que l'idée de l'accord avec le Rwanda, c'est que les personnes restent au Rwanda, alors que dans le cas italien, et c'est pour ça que la Commission ne s'est pas prononcée totalement contre et a dit que l'accord demandait encore à être examiné, l'idée c'est que ce sont les autorités italiennes qui vont faire l'examen des demandes d'asile en Albanie. Maintenant, sur ce qui peut être fait, pour l'instant, la priorité... Pardon, Camille Le Cause. Ça veut dire que les pays qui le veulent peuvent de toute façon... indépendamment de l'Union européenne, d'un accord européen, peuvent effectivement, comme Londres l'a fait, comme l'Italie, peuvent le faire de gré à gré. Là, il n'y a pas de contradiction. C'est tout l'enjeu de cette lettre, je pense. C'est tout l'enjeu de cette lettre et je pense que c'était vraiment l'idée de ces 15 États, c'est de se sortir de cette tendance bilatérale et c'était parce que à la base c'était quand même une idée danoise et de dire à la Commission est-ce que vous pouvez étudier ces dispositifs, ces différents modèles et faire un lien avec ce nouveau pacte migratoire. Mais effectivement on voit bien que si la réponse de la Commission est de dire eh bien ces modèles d'une part coûtent très cher, opérationnellement ne changent
changent pas grand-chose et sont très difficiles à mettre en place parce qu'on voit, c'est clairement le cas du côté italien. Enfin, je veux dire, les centres en Albanie étaient censés ouvrir en mai. Maintenant, on parle de novembre et le modèle pose tellement de questions vraiment au niveau des opérations sur comment est-ce que ces personnes vont être emmenées en Albanie, qu'on voit bien que si la Commission se prononce contre ces modèles et dit que de leur point de vue, la priorité, c'est vraiment la mise en œuvre. Camille Lecaux, c'était ça ma question. C'est pas indépendamment des idéologies, indépendamment des blocages de la Commission et de ce qu'elle en fera, ça marche ou pas? Est-ce qu'on a des éléments pour dire que cette solution fonctionne? Non, on n'a aucun élément pour dire que ces éléments fonctionnent. D'une part, au niveau légal, je pense que chacun de ces accords, et on le voit bien dans le cas avec le Rwanda, l'accord avec le Rwanda, ça fait quand même 2 ans qu'il est dans les cours britanniques. J'imagine que l'accord avec l'Albanie, dans le cas italien, on va se retrouver dans le même scénario. Deuxième point, ça coûte très cher. Votre collègue a parlé de 650 millions d'euros sur 5 ans. Et puis surtout, ça ne change rien au niveau des flux migratoires. C'est-à-dire que les personnes, quand elles sont à Calais, quand elles sont en Libye, elles vont quand même essayer de traverser. Et surtout, on parlait de la question des retours. C'est une question qui reste à explorer dans le cas de l'Italie et de l'Albanie, parce qu'on va créer des centres en Albanie. Les personnes qui vont obtenir le droit d'asile tel que par les autorités italiennes sont censées être transférées en Italie. Et qu'est-ce qui va se passer pour les autres? Enfin, je veux dire, la question du retour reste entière. Alors, ça ne veut rien dire. Sur l'efficacité, ça ne veut rien dire, mais vous connaissez le chiffre, Camille Lecaux. 34% de traversée de la Manche entre la France et l'Angleterre, c'est plus 34%. Plus 34% les 3 premiers mois de l'année. En tout cas, l'accord de Londres n'a eu aucun caractère dissuasif. Ils savent qu'ils peuvent être envoyés au Rwanda. Ça n'a pas empêché tous ces migrants de tenter d'aller jusqu'en Angleterre. Ils étaient déjà là depuis longtemps. Donc, en fait... Mais ils auraient pu, aller ailleurs. À leur projet. Ils auraient pu aller ailleurs. Ils étaient à Calais, sachant que... Oui, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Mais bon, il faudra plus de temps. Rien n'a marché. Jusque-là, rien n'a marché. Donc, effectivement, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Mais au moins, il y a une piste nouvelle, il y a un élément. L'Union européenne joue gros dans cette affaire, parce que dans les opinions publiques européennes, cette question migratoire, elle est cruciale dans la popularité de l'Union européenne, de la Commission, du dispositif institutionnel. Donc, effectivement, elle va devoir s'y coller, comme on l'a dit, parce que c'est vital pour l'image de l'Union européenne. Il faut qu'elle trouve des solutions. Et le langage de ceux qui disent « mais on ne peut pas arrêter le flux de migration, etc. », c'est pas acceptable pour le votant, pour l'électeur. Pour l'électeur, c'est pas acceptable. Et il doit y avoir une solution politique. On peut pas, sinon c'est la politique du chien crevé au fil de l'eau. Et finalement, l'électeur n'en veut pas. C'est un coup de pied de l'âne quand même à ce pacte migratoire conclu. Il est caduc au moment même. Pendant des années. Non, mais ça marque les trous dans la raquette. Ça marque le fait que le pacte migratoire, très bien, mais il ne règle pas le problème du retour. Je rappelle, il y a un filtre. Le filtre est identifié. Certains auront le droit de venir en Europe, d'autres n'auront pas le droit, mais le retour vers d'autres pays n'est pas traité. Et c'est là qu'est le sujet. Mais plus globalement, le problème des flux migratoires, on comprend bien que ça touche beaucoup les populations européennes, mais ça correspond quand même à une faiblesse de l'Europe. Je rappelle que l'Europe a besoin de migration aujourd'hui. Et le problème, c'est comment traiter ce besoin de migration et ne pas transformer l'équilibre interne des pays. C'est ça aussi c'est un problème culturel, en fait. C'est un problème d'équilibre au sein des pays qui est traité. Mais quand l'ex-président Sarkozy disait immigration choisie, ce que vous venez de dire, tout le monde trouvait ça scandaleux. Mais maintenant, on se rend compte que finalement, c'est comme les charters de Pasqua. Vous vous souvenez des charters de Pasqua? Pour ceux qui n'étaient pas encore nés, sinon oui, on se souvient de Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac. Il avait mis 50 Sénégalais dans un avion pour simplifier, parce qu'en général, il faut 2 inspecteurs pour un expulsé. Et donc là, il s'est dit, c'était plus simple, je mets tout dans un avion. Et en fait, il y a eu des mouvements de folie. Ils ont interdit à l'avion. Il y en a eu un qui est passé, le reste, même les pilotes ne voulaient pas conduire les charters de la honte au Sénégal ou ailleurs.
hier, quand j'étais au Sénégal, ça n'a pas marché. Donc, en fait, la situation a empiré. Et maintenant, ces éléments qui paraissaient inacceptables il y a 20 ans et il y a 10 ans, maintenant, on est obligé de les étudier. Et donc, il faudra que la prochaine commission s'y colle, vraisemblablement, puisque les 15 pays ont écrit une lettre, elle est rendue publique et ils ne vont pas lâcher leur projet si facilement que cela. Pour conclure, il faudra voir aussi l'équilibre qui sortira des urnes après les élections européennes. Ça comptera aussi, évidemment, au Parlement européen, de savoir justement quelle est la proportion de ces partis qui sont sur une ligne très dure sur les migrants. Ça aussi, évidemment, ça comptera dans le débat qui suivra à Bruxelles. Un mot encore, parce que c'est cette semaine que ça s'est passé. Aux Pays-Bas, une coalition a été trouvée pour gouverner avec l'extrême droite. Geert Wilders, qui a gagné les élections, a accepté de ne pas être en première ligne au Matignon néerlandais, mais écoutez-le, c'est bien son programme sur divers plans qui sera appliqué, notamment sur l'immigration. Beaucoup de choses vont changer aux Pays-Bas, y compris la politique d'asile la plus stricte jamais adoptée dans ce pays. Une loi sur la crise de l'asile sera mise en œuvre. On voit bien que les pays du Nord, qui étaient des modèles d'intégration, de social-démocratie, après le Danemark, qui a adopté sous un pouvoir socialiste des recettes assez rudes, bien là, c'est l'extrême droite, remarquez, au pouvoir, donc elle est sur son terrain. Mais c'est ainsi va l'Europe. Ça montre vraiment que, en effet, les populations européennes veulent des solutions, veulent un durcissement. Aux Pays-Bas, quand même, ce qui s'est passé, c'est après des mois et des mois de négociations, le parti anti-migrant de Wilders a réussi à trouver quand même un accord avec les libéraux qui étaient au pouvoir jusque-là. Donc en fait, tout l'échiquier politique est obligé quand même de prendre en compte cette dimension et le besoin de protection, le besoin de frontières finalement extérieures qu'appellent les électeurs de leur vœu. Un virage politique donc pour les Pays-Bas, est-ce qu'on pourrait dire dans une forme d'indifférence générale ? Non, parce que je crois que, comme l'a dit Magali, l'électeur de base, il a envie d'une solution. C'est pas une très bonne solution. Oui, non, mais quand je dis l'indifférence générale, il y a 10 ans, lorsque, par exemple, l'extrême droite a fait une percée considérable en Autriche, c'était un sujet central politiquement. Là, ça s'est fait laborieusement, mais c'est conclu. Et dans le fond, ça ne suscite pas beaucoup de réactions. Mais au contraire, plutôt d'encouragement. Et c'est un élément positif pour le Front National, enfin le Rassemblement National en France. C'est un élément majeur. Oui, pour regarder ça. Lorsque vous dites l'indifférence générale, je dirais plutôt que c'est simplement parce que c'est devenu une évidence pour tout le monde que le sujet de l'immigration est un sujet à traiter. Pour tout le monde, pour tous les partis. Différemment. Mais différemment, voilà. Différemment. Merci, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup Camille Lecause d'avoir été avec nous. Je rappelle directrice associée chez Migration Policy Institute. Dans un instant...